Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque que j'entame en ce vendredi soir sombre, d'où cet éclairage bizarre, tout simplement pour lancer la fameuse semaine de lecture. Au programme, sans surprise, la poursuite du Marceau féminin, propulsé par Fluid Books. J'ai encore des livres, j'ai mal cadré, mais j'ai encore quelques livres quand même là que je veux entamer. Mais je suis en ce moment en train de découvrir un des livres de ma liste officielle du Marceau féminin qui s'intitule Les Inséparables et c'est un roman inédit de Simone de Beauvoir, un roman biographique un peu, donc la relation qu'elle a eue avec, avec Zaza, qui était une grande amie, c'est ce que j'ai compris. Ici, au roman, ça va être un roman, donc c'est pas les mêmes noms, c'est Sylvie et André, mais dans la réalité, c'était Simone et Zaza. Et puis, ben c'est ça, donc je suis là-dedans. Comme j'ai dit, j'aimerais ça l'avoir, justement, avoir un espèce un côté un peu essai cette semaine. J'ai décidé de l'écouter, c'est un peu bizarre, là, mais bon, c'est comme ça. Je vais lire en papier, mais je l'écoute en audio parce que j'aimerais ça pouvoir lire en même temps mon fameux livre de lecture commune dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, j'ai toujours pas lu, qui est Chronique du pays des mers de Elisabeth Venarburg. Et la lecture commune, dans le fond, c'est pour le petit groupe de soutien pour la créatrice Alex et Booktube, en fait, Alex Bouquet dans Prada. Et ça me dit vraiment de le lire, mais comme je ne peux pas l'avoir en audio pour celui-là, je vais lire en numérique. Mais quand dans le fond, je fais les déplacements, j'aime ça avoir un livre audio à l'oreille. Donc, j'ai décidé de écouter Simone de Beauvoir dans un livre audio qui est en traduction anglophone. C'est bizarre, mais c'est quand même une traduction qui mérite le coup d'être découverte parce que c'est une traduction qui a gagné un prix en fait de traduction. Donc, je vais commencer, j'ai commencé pour voir. Jusqu'à maintenant, ça me semble bien traduit. Ça me semble ne pas avoir effacé trop de nuances à la langue française. Je je lis en papier. Là, je vais quand même regarder s'il y a vraiment une grosse différence en papier parce que j'aimerais bien ça l'écouter en voiture pour un bout. Mais ça se peut que c'est quand même super intéressant. Puis c'est une mini plaquette, fait que ça se peut quand même que je le termine en fin de semaine en papier. Mais bref, fait que j'ai ces deux choses-là. Donc, le Simone de Beauvoir, qui est dans ma liste officielle, le Elisabeth Venarburg, que je vais lire parce que j'ai jusqu'au 31 mars et là, on est rendu le 22. Il va bien falloir que je me lance, que j'essaie d'y arriver. Puis, ben, sinon, on verra bien. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Puis, ben, c'est tout. Hein? Je pense que c'est un bon début. Alors, allez, on se lance. Hey, bonjour! Alors, je reprends rapidement parce que j'ai reçu un petit colis. Ben, je l'ai plus ouvert parce que la boîte était un petit peu bizarre. Donc, je voulais pas que vos douces oreilles soient pâtisses de mon effort pour l'ouvrir. Et je vais regarder ça plus en détail avec vous. Je suis bien contente, ça s'est rendu quand même dans un bon état. Alors, super. Alors, tout d'abord, je pense que je vais enlever le protecteur, mais tout d'abord, je me suis permis d'acheter une édition de collection. Mais je vous ai dit, hein, là, les livres que j'achète, c'est des livres que j'ai déjà lus et que je vais avoir dans ma bibliothèque. Donc, je me suis permis de m'acheter une édition de collection pour ce livre-là que j'avais en version, il me semble, paperback, donc papier, mais quand même intéressante. Mais là, je me suis dit que je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, excusez-moi, c'est donc The Hobbit de Tolkien. Alors, en version collector. Alors, ici, on voit, dans le fond, la tranche qui est jaspée avec le bleu ici. Je ne sais pas si... Oh, mon Dieu. J'ai même droit à un... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Une carte? Je ne sais pas. On va voir. Ça, c'était à l'intérieur. Je crois que c'est une carte. De la Terre du Milieu. La Terre du Milieu? Non, pas la Terre du Milieu. Ben, en fait, c'est justement l'espèce d'escapade qu'ils ont faite pour aller voir le fameux dragon. Et ben en fait, c'est une édition qui est illustrée avec des illustrations de l'auteur. Donc, c'est... Ouais, je ne sais pas si je vais vous montrer d'abord si... Ah oui, quand même. Oh oui, un bon travail ici. Alors, on voit... Oups, excusez. Alors, on voit ici comme ça. Et le dos. On voit ma face. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, dans le fond, comme je vous disais, c'est évidemment le texte de Tolkien avec des insertions d'illustrations de Tolkien. C'est en papier de qualité, je vous dirais, peut-être pas illustré, mais bien fermé. Ça, c'en est une, je vais vous montrer peut-être. Alors, c'est lorsque les 3 trolls ont été tournés en pierre.
tourner, ont été transformés en pierre. Donc, je trouvais que c'était quand même une édition sympathique à avoir. Ah, mon Dieu! Il y a une autre carte! C'est drôle, ça. Je suis comme un enfant. Qu'est-ce que c'est? Wilderland. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Il va falloir que je le relise. Donc, ça, c'est le Mirkwood avec les Grey Mountain. Hop. Donc, de belles cartes auxquelles on a droit ici. Puis on a même un petit signet en tissu, je crois, qui est là. Ouais. Puis on a même des insertions, en fait, de certaines pages. C'est ça, je suis tombée là-dessus parce que là, c'était le signet qui était en tissu qui était là. Mais on a même des impressions du manuscrit original, dans le fond, qui sont insérées. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Alors, ce sera donc ça. Alors, ça, c'est bien. C'est ma petite surprise. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pris? Une autre édition de ma fameuse collection que j'aime beaucoup, qui est une collection spécifique aux éditions Penguin Books, qui est Penguin Vitae. Je pense que c'est juste des œuvres soit féministes ou des on voice avec les gens de descendance afro-américaine. J'avais eu, j'ai eu Virginia Woolf, fait que ça n'a aucun rapport, mais j'avais The Women's of Brewster Place, je pense, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et là, c'est un classique un classique que j'avais le goût de découvrir parce que j'en ai beaucoup entendu parler, entre autres, encore une fois, chez Fluent Books. Donc, c'est The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. Et qui est assez remuant. Puis si je me souviens bien, ça aborde le rapport à, pas la folie, mais les femmes qui étaient hors normes à l'époque, puis qu'est-ce qu'on pouvait leur faire subir à ce moment-là. Puis c'est de Yellow Wallpaper et puis Selected Writings. Fait que je sais pas ce que ça inclut. Je sais pas si j'ai une table des matières. Ah, chouette, en plus, j'ai... Ah, c'est chou. Parce que dans le fond, elle était connue aussi pour un roman d'anticipation qui s'appelle Herland et qui comme dans She, Her. Justement, je voulais le lire parce que c'était quelque chose qui était une petite plaquette qui faisait justement dans un monde où il y avait seulement des femmes, si je me souviens bien. Puis je voulais vraiment lire. Puis là, je vois qu'il est inclus. Donc, il y aurait Herland, plusieurs short fiction, dont de Yellow Wallpaper et de la poésie même. Donc, je suis super contente. Puis, c'est toujours dans les éditions que je trouve intéressantes. C'est une super belle édition Penguin Vitae, si jamais vous connaissez ça. Vous connaissez pas ça, ça vaut la peine de découvrir ça. Et sinon, ça, c'est un essai. OK, celui-là, je ne l'ai jamais lu, mais ça m'a vraiment tenté quand je l'ai vu. Donc, ça s'appelle The Brave de James Bird. Et si je me souviens bien, ça met en scène quelqu'un qui a certains défis. Donc, entre autres, il y a une condition, dans le fond, qui fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un parle, il va compter dans sa tête toutes les lettres qui sont émises à voix haute. Puis, évidemment, que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il va être pas mal intimidé ou que les adultes ne vont pas trop comprendre qu'est-ce qui va se passer. Puis, éventuellement, à l'école, ça ne se passe pas super bien. Puis, à un moment donné, il va être mis dehors d'une autre école, encore une fois. Et puis, son père, avec qui il vivait, va décider, parce que là, il n'en peut plus, de l'envoyer vivre avec sa mère, qu'il n'a jamais connue, au Minnesota. Sa maman fait partie de la nation Ojibwe. Et puis, elle vit sur une réserve. Puis, dans le fond, lui, il va arriver là, un peu out of nowhere, pour justement apprendre à essayer de vivre avec quelqu'un qui est sa mère, mais qui n'a jamais vraiment connu. Puis, évidemment, il va être chanceux. Il va avoir quelqu'un d'autre, une voisine qui s'appelle Orenda et qui est un petit peu aussi particulière parce qu'elle vit principalement dans sa maison dans les arbres et elle pense qu'elle est en train de se transformer en papillon. Donc ça m'a gros interpellée parce que c'est ça que je pensais. C'est parce que je venais juste de finir Firekeeper's Daughter. Puis là, quand j'ai vu Ojibwe, parce que c'était la même nation auquel ça faisait référence, celle dont il est question dans Firekeeper's Daughter. Puis je trouvais ça intéressant comme idée, dans le fond, quelqu'un qui est de l'extérieur, mais dont la maman est Ojibwe. Donc c'est un métis et qui arrive justement là en connaissant pas sa culture et en plus en ayant un défi particulier par rapport à sa propre condition. Donc ça m'interpellait vraiment. Donc ça, je me suis dit que c'était pas un gros risque à prendre. Voilà, donc pour ce livre. Alors, écoutez, quand même, ce sera deux
une pas mal, une peu pire, une arrivée sympathique. Donc, The Hobbit, je l'ai déjà lu, mais bon, je vais sans doute le relire avec cette édition-là. Puis ces deux-là vont aller dans ma bibliothèque à lire, mais bonne idée. Puis, voyez-vous, Charlotte Perkins Gilman, techniquement, c'est aussi une autrice que j'aurais pu lire dans Mars au féminin. Je vais voir ce que je vais faire, mais là, je commence à manquer un petit peu de temps avant le 31 mars, donc je ne vais pas m'en rajouter. Voilà. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est un petit unboxing surprise. Je suis bien contente de le voir arriver parce qu'il était comme un petit peu perdu dans les méandres des transports. Mais je peux pas vraiment chialer. Hein. C'était comme une surprise encore que je me faisais. Bref. Hein. Voilà. Faut bien à moi de moi. Allez, on s'en reparle bientôt. Hey, alors un petit coucou rapido pour vous parler de la lecture que j'ai terminée, principalement lu en audio finalement. Puis finalement, la traduction est vraiment excellente, je vous dirais. Je vous dirais que j'ai presque plus embarqué dans la version traduite en anglais que dans la fin que j'ai lue en papier. No offense, Madame de Beauvoir. C'est finalement parce que le vocabulaire est différent. Dans la version anglophone, ils ont été moins dans le vocabulaire d'époque, ce qui fait que c'est peut-être plus accessible. Puis dans celui-là, bien évidemment, ça témoigne du fait que ça a été écrit à une certaine époque, donc ça va. Donc, tout ça pour dire que j'ai terminé, en fait, Les Inséparables de Simone de Beauvoir. J'ai pas lu Le Malentendu à Moscou. Donc, pour rappel, c'était le fameux roman autobiographique qui rendait compte de façon romancée, mais pas tant que ça finalement, quand on lit les suppléments, de la relation de... Je sais pas comment décrire ça, d'amitié, amour à la limite, avec une de ses meilleures amies qui était Zaza à l'époque. Et on va les suivre ici sous les noms d'emprunt de Sylvie et André. Et on va les suivre tout au long de leur enfance, adolescence et début de l'âge adulte, avec tous les questionnements. Les questionnements sur justement l'amitié, l'amour, beaucoup les convictions, les valeurs, parce qu'on va voir que le personnage de André, que je ne sais pas si c'était le cas de Zaza, c'était quelqu'un de très pieux. Elle faisait partie d'un milieu qui était très... qui avait quand même... Bon, qui était, je ne sais pas si c'était noble ou bourgeois ou peu importe, qui avait quand même beaucoup d'engagement dans la société, mais un père très religieux. Et elle avait, dans le fond, elle a grandi un peu dans l'idée que c'est Dieu qui avait le pouvoir, entre guillemets, qu'il fallait pas qu'elle fallait toujours qu'elle soit en contrôle, puis qu'elle accepte tout ce qu'elle allait aller sur son chemin. Puis c'est une jeune femme, dans le fond, on va suivre, dans le fond, toutes ses pérégrinations. Elle va avoir plus que son lot de déception par rapport à l'humain. Elle va avoir plus que son lot de contraintes imposées par la famille. Évidemment, c'était une époque où ça se faisait, donc elle n'était pas nécessairement seule là-dedans, mais c'est sûr que ça fait un gros clash avec le personnage de Sylvie, qui est donc un peu l'alter ego de Simone de Beauvoir, qui, elle, oui, si de son côté, ses parents veulent s'assurer qu'elle a bien une attitude appropriée et correcte, mais c'est pas aussi poussé que ça, parce qu'ils n'ont pas nécessairement non plus des visées au niveau social, au niveau des classes sociales qui sont si grandes. Donc, c'était assez intéressant, très triste, parce que ça finit pas très bien. C'est intéressant de découvrir en fait, sous forme de fiction, un peu la naissance peut-être du début de la réflexion de Simone de Beauvoir, justement, sur son rapport à la religion, à la foi. On parle ici que Sylvie a suivi des études en philosophie et c'est comme un peu la genèse, on dirait. Donc, c'est intéressant que ce soit par le biais de ça. Je pense quand même que peut-être que j'aurais plus apprécié ce roman-là de Simone de Beauvoir après avoir découvert peut-être sa plume. Peut-être que j'aurais peut-être dû lire les mémoires d'une jeune fille rangée avant, puis essayer de voir justement les parallèles qu'il pouvait y avoir entre sa vie réelle et ce roman autobiographique-là. Ce qui fait que c'est une bonne lecture pour moi. Je suis contente de l'avoir lu. Mais pour le moment, c'est sûr que je sens que je n'ai pas apprécié ça vraiment à sa juste valeur. Mais comme j'ai pas lu d'autres écrits de Simone de Beauvoir, je peux pas savoir si c'était sa plume, si elle avait... Ça témoigne aussi du fait que c'est une plume qui était correcte, mais pas non plus dans ses meilleures envolées. Donc, tout ce que ça m'a fait, c'est positif. C'est attiser ma curiosité pour potentiellement découvrir la mémoire d'une jeune fille rangée. J'ai beaucoup aimé la construction du personnage de Sylvie, donc Simone. Est-ce que c'est vraiment fidèle à la réalité? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'est quelqu'un dont j'aurais envie d'entendre
la voix, ça c'est sûr et certain. Alors, sur ces bonnes paroles et cette vidéo qui, j'ai pas donné mal au cœur parce que j'ai à bout de bras, ben, je vous dis à tout bientôt lorsque j'aurai entamé une nouvelle lecture. Mais je vais juste faire une petite mise à jour rapide. Allez, à bientôt! Et bonjour, alors je vous fais un petit coucou en direct du dehors dans le froid et le soleil. On ne peut pas vraiment choisir en ce moment, nous autres, c'est froid et ensoleillé ou chaud et pluvieux. Mais bon, j'ai l'opportunité d'être dehors, fait que j'en profite pour faire le plein de vitamine D. Je vais d'abord vous parler d'une lecture que j'ai terminée hier. Je l'ai lue d'un coup. C'est encore une fois un autre service de presse auquel j'ai eu accès via la plateforme NetGalley France et grâce aux éditions d'Argo. Et c'est le roman graphique Viviane Meyer, Clair-Obscur. Je vais mettre les deux autrices sous la vignette parce que là, je ne l'ai pas avec moi, puis c'est pas nécessairement des noms dont je me souviens. Mais en gros, si vous ne connaissez pas Viviane Meyer, c'est une femme photographe dont l'œuvre a été découverte tardivement. C'est une femme dont la maman était française, qui a grandi aux États-Unis, qui est repartie en France un peu pour régler certaines affaires familiales et qui a fini en fait sa vie au service des gens, surtout comme nounou ou comme personne qui prenait soin des autres. Et je connaissais quand même un peu Viviane Meyer parce que j'étais tombée par hasard sur le riche documentaire sur sa vie qui était disponible, je crois, sur Netflix jadis. Si jamais je le retrouve, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, j'en savais quand même pas mal sur cette femme mystérieuse-là, dont le documentaire mettait beaucoup en lumière, c'est un peu drôle de jeu de mots, mettait en lumière son côté sombre, disons, le côté inexpliqué, le côté visiblement qu'elle a vécu des choses pas évidentes. Et donc, j'avais quand même beaucoup d'attentes par rapport à ce roman graphique-là. Et je vous dirais que je suis très mitigée, malheureusement, de cette lecture-là. C'est sûr que c'était pas évident de faire un survol d'une telle vie dans un roman graphique avec, je pense que c'est 135 pages ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment qu'il fallait un peu faire des sommaires. J'ai bien aimé quand même l'idée scénaristique. Donc, on a touché à pas mal de sphères de sa vie avec certains retours dans le passé. C'était habilement fait. Par contre, à chaque fois, comme c'est survolé et que cette femme-là est très complexe, même si on fait un documentaire très long, c'était toujours un peu comme s'il nous manquait des morceaux de casse-tête. Si moi, j'avais pas vu en fait le documentaire, je n'avais pas appris un peu de mon côté sur cette personne-là. Je pense que peut-être que ça donne envie de la découvrir plus, mais je suis pas certaine que j'aurais vraiment comme compris exactement qui elle était ou quel était son rôle. C'est comme un peu pour les initiés. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et en même temps, pour les initiés, bien, ça n'en dit pas beaucoup. Donc, c'est comme si je me demandais à quel public ça s'adressait. Mais bon, le scénario était quand même intéressant. C'était un tour de force dans cette optique-là parce qu'évidemment, il fallait qu'on arrive à faire ressortir le caractère vraiment singulier de cette photographe-là. Singulier, voire dans sa bulle complètement. Tout en expliquant un peu ce qu'elle a fait dans sa vie. Puis c'est pas non plus un roman graphique qui se veut sombre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, le clair du clair-obscur pour une femme très, 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 très obscure. Donc, je ne sais pas si c'est un parti pris qui a été ajouté par l'autrice du scénario. Donc, j'avais l'impression que ça teintait plus positivement qu'autre chose le personnage qui semblait avoir à la fois un grand bonheur solitaire, mais une grande charge de noirceur un peu ineffable. Bref, le scénario, quand même pas mal. J'ai bien aimé ça et tout. Ce qui m'a accroché vraiment, c'est les illustrations. Je dis pas que les illustrations sont pas correctes. J'ai juste trouvé que c'était dommage qu'on fasse ce choix-là. C'est des illustrations très, très simplifiées que j'aurais plus vu dans disons, je sais pas, un récit de voyage où il y a un petit peu moins de matière à transmettre. Puis là, en fait, c'est qu'il fallait à la fois qu'on transmette les actions de la vie de cette femme-là, qui a quand même beaucoup voyagé, beaucoup bougé de famille en famille, d'évoquer les liens qui sont un petit peu complexes qu'elle avait avec les humains, avec la société. Et en plus, de faire ressortir son caractère un peu
particulier, tout en mettant en lumière ce qu'elle faisait, c'est-à-dire les photos. Donc, ce qui m'a un peu attristée, c'est que les photos étaient aussi, évidemment, dessinées avec ce même choix de graphique-là. Puis pour moi, ça a rendu ça un petit peu plus en surface. Ça m'a fait... Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus décrocher. Pourtant, a priori, j'aimais l'idée du visuel. Je trouvais ça chouette, c'est quelque chose qui me plaît. Mais là, j'ai trouvé que c'était peut-être pas le meilleur choix éditorial d'avoir choisi cette illustratrice-là pour illustrer ce roman graphique-là. Donc, en gros, bonne lecture, mais plus déçue quand même qu'autre chose. Mais j'avais quand même des attentes hautes, donc c'est possible que ce soit ça qui a influencé un peu mon choix. Et puis sinon, je me suis enfin lancée dans mon chronique du Pays des mers d'Elisabeth von Arburg. C'est mon objectif là, de le lire dans les prochains jours. Et comme là, je ne lis toujours pas en livre audio, j'essaie aujourd'hui quelque chose de particulier. Je vais même vous changer de bras parce que là, je ne sais pas si je vais être capable. OK, je vais essayer de tenir encore un peu. J'essaie la synthèse vocale qui est incluse dans l'application Prénumérique, qui est pour nous autres ici au Québec l'application qui permet d'emprunter des livres à la bibliothèque, des audiolivres, donc des livres audio numériques, pardon, et qui a certaines formes d'accessibilité pour les gens vivant avec différents handicaps. Donc, par exemple, les gens qui ont un handicap visuel, il y a la synthèse vocale. Donc, c'est pas un livre audio, c'est vraiment une synthèse vocale qui est faite avec l'intelligence artificielle. Et j'ai toujours trouvé ça désagréable en général, mais là, je me suis dit que j'allais le tester parce que je vais aller prendre une marche puis je voulais pas comme perdre, dans le fond, je voulais vraiment me lancer dans l'histoire. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, bon, c'est peut-être pas la meilleure synthèse vocale, mais c'est quand même correct. C'est particulier, c'est vraiment particulier, puis je pense pas que je vais... En tout cas, ceux qui ont peur que l'IA remplace l'humain, en tout cas pour le livre audio, je pense pas que ça va se passer de sitôt, sauf pour ceux qui veulent avoir une lecture vraiment... de contenu sans aucune émotion, mais pour un roman, c'est particulier. Je trouve ça un petit peu triste. J'espère que ces livres-là vont bientôt être faits en livre audio pour que les gens qui vivent vraiment avec un handicap visuel puissent en bénéficier avec une narration qui est beaucoup plus animée. Parce que là, bien sûr que c'est une synthèse vocale, donc on peut ajuster le timbre, on peut ajuster la vitesse d'élocution, mais tout ce qui est accent tonique, c'est ça qui est dérangeant en fait. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la langue qui lit un texte. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les phrases, même si c'est ralenti. Donc, ça casse un peu le rythme. Et par défaut, dès qu'on est en milieu de phrase, le ton se relève un peu et à la fin, le ton se termine plus bas parce que c'est la fin avec un point. Alors que dans une œuvre de fiction, c'est pas une œuvre informative, souvent il va y avoir des nuances. Donc, c'est pas toujours, ça se terminera pas toujours en accent tonique vers le bas, en fait, pas en accent tonique, mais avec une intonation vers le bas en fin de phrase, parce que s'il y a un enchaînement de courtes phrases après, ça se peut qu'on maintienne, dans le fond, le ton plus élevé. Bref, en ancienne élève de théâtre, c'est sûr que ça m'a quand même interpellée, mais je voulais le tester. Donc, je vais voir. Je pense pas que je vais l'utiliser souvent, mais là, c'est parce que je vais vraiment commencer à lire, puis j'ai des déplacements à faire aujourd'hui. Fait que je vais voir si je m'habitue. Je vais essayer peut-être une petite heure. Mais après ça, je vais me garrocher sur le livre numérique pour le lire moi-même. Mais je trouve ça quand même intéressant de vous en parler. C'est quelque chose qui est accessible, pas pour tous les livres audio numériques sur la plateforme Prénumérique, mais c'est de plus en plus là parce qu'il y a un effort d'accessibilité qui est fait pour les personnes vivant avec différents handicaps. Donc, je voulais quand même vous en parler au cas où vous n'étiez pas au courant. Alors, sur ce, je continue ma petite marche puisque mon bras est en train de tomber. Puis je vous reprends dès que je peux. Eh bien, bonjour. Alors, je vous prends en ce dimanche après-midi ensoleillé où je reviens tout juste d'une bonne trotte. Je suis allée me promener parce que j'avais reçu un cadeau de fête tardif qui était en fait des sous et j'ai décidé de le consacrer entièrement à... Oui, c'est ça, les livres. Donc, je suis allée faire plusieurs places. Puis avant de commencer, je vais vous redresser un peu parce que je pense qu'on est croche un brin. Ouais, je pense que ça va. Donc, je suis partie en cavale pour aller chercher des livres dans les librairies. Je décide de faire deux ressourceries potentiellement, puis une librairie standard, deux librairies standards. Au départ, j'étais partie pour aller chercher une copie du fameux livre que je suis en train de lire, qui est le fameux Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg, dont je vous parle depuis deux vlogs, mais j'ai réalisé dans ce vlog-ci que je ne vous ai pas dit exactement c'était quoi le contexte le résumé, puisque j'ai dû le lire il y a un ou deux vlogs, donc je vais vous le redire rapidement. Je vois que le résumé est divulgateur, parce que je me suis comme fait divulgacher quelque chose. Et je vais voir si je peux pas comme arrêter en cours pour juste pas trop vous divulgacher tout ça. Alors c'est parti. Au pays des mers, quelque part sur une terre dévastée du futur en train de se remettre lentement, les hommes sont très rares.
Seuls les captes des familles, les mères, font leurs enfantes avec les mâles. Les autres femmes doivent utiliser une forme hasardeuse d'insémination artificielle. Lisbée et Toula ne s'en soucient pas trop. Filles de la mère de Béthélie, elles grandissent ensemble, sœurs et amies. Mais, suivant une révélation qui concerne Lisbée, elle va devoir quitter Béthélie et Toula. Devenue exploratrice, elle accomplira un autre de ses rêves, découvrir les secrets du lointain passé du pays des mers. Mais certains rêves sont difficiles à vivre. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça fait, je pense, 10 jours que je repousse le moment où je vais lire, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est moi, là. En fait, je dois vous dire que je suis assez influencée par la couverture horrible de l'édition québécoise aux éditions à lire. C'est un peu leur décision graphique habituelle, puis j'ai jamais été très portée vers les éditions à lire, puis je me rends compte que je suis comme 100% influencée par la couverture, puis c'est vraiment poche, parce que c'est une super plume. Donc, j'adore. J'ai assez aimé ça pour m'endurer tout le long de mon trajet l'affreuse synthèse vocale parce que comme j'ai embarqué un peu au début de l'histoire, ben là, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais là, à partir de maintenant, je suis revenue à la maison, je suis en congé demain et je vais lire en numérique tout simplement. Ça va, je vais pas entendre la synthèse vocale, c'est quand même quelque chose, mais c'est pour vous montrer que après le début qui est un peu plus lent, puis donc je n'étais pas sûre vraiment d'accrocher, il y avait beaucoup de concepts. Pour lesquels, on dirait que je n'avais pas la clé. C'est un univers quand même à découvrir. Il y avait des termes utilisés, surtout une terminologie qui ne me disait rien. Bon, évidemment, on voit capte ici. Je pense que ce qu'on veut, c'est le féminin de capitaine. Donc, capte des familles, les mères, toujours avec un M majuscule, bien entendu. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés que j'ai comme finalement compris après que c'était potentiellement féminisations de titres. Puis après ça, évidemment, qu'on va s'attacher, on va découvrir Lisbée et Toula dans ce qu'appellent les garderies, donc les enfantes dans ce pays-là sont gardées dans une espèce de bulle de protection, entre guillemets, jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'il y a une grande maladie qui semble décimer les jeunes, en fait, de moins de 7 ans. Une fois qu'on a eu 7 ans, après ça, on est correct. Mais si on l'a pas eu, si on l'a en bas de ce moment-là, c'est possible qu'on en meure. Donc, Lisbée et Toula vont se rencontrer de façon particulière et ça va prendre un moment avant qu'on comprenne que Lisbée se doute que Toula est peut-être sa sœur parce que c'est un système, une société qui fonctionne de façon très particulière au niveau de la fécondation puis de la reproduction. Donc, vraiment, ça fonctionne vraiment un peu comme dans une ruche, donc la reine dans une ruche. Donc, il y a vraiment juste elle qui va comme... en fait, elle va se reproduire en utilisant la bonne vieille méthode d'humain à humain avec les quelques rares mâles qui sont encore présents dans cette espèce de futur pas si lointain. Et les autres, ça va être des assimilations artificielles, mais pas très sophistiquées, comme ça dit dans la 4e de couverture. Mais donc, on est vraiment dans un espèce de monde où c'est important que la reproduction se fasse, où il y a un système bien organisé, plus particulièrement dans cette espèce d'une terre-là qui s'appelle Béthélie, qui semble être une espèce de zone, une cité, plus une zone, peut-être un pays avec différentes régions et tout. Mais évidemment que dans chaque pays, c'est différent comment c'est géré, mais eux autres, ils gèrent ça comme ça. Puis bien, on s'attache vraiment vite à Lisbée et Toula. Ils ont 2 caractères vraiment différents. Lisbée, elle a un attachement super grand envers Toula, puis elle ne le comprend pas toujours super bien. On comprend aussi qu'elle a potentiellement une espèce de douance quelconque qui semble être présente chez elle et chez Toula et activée potentiellement après que la fameuse maladie ait fait partie de leur vie. Donc, malheureusement, les 2 sœurs vont l'avoir, la maladie. Et après ça, ben là, je suis rendue à un moment où est-ce qu'il arrive comme un événement, une espèce de mort de quelqu'un parce qu'on le trouve forcé à se reproduire et qu'on n'a pas reconnu les droits de la compagne, puisque dans cette section-là, dans cet univers-là, les femmes qui font des enfants, dans le fond, sont des rouges, qu'on appelle, et elles peuvent prendre des compagnes, parce que, bien entendu, les mâles sont très restreints en quantité, donc c'est pas des compagnons, c'est des compagnes. Et bref, on sent qu'ici, il y a vraiment un principe là, de certaines régions qui agissent pas correctement, qui sont vraiment en mode bully, qui poussent les gens presque à la mort et tout ça. Donc, je pense que là, ça va commencer à se relancer, mais j'ai vraiment été happée assez rapidement. Fait que je suis sûre que j'ai vraiment hâte de le retrouver en version numérique. C'est juste que j'aurais aimé ça l'avoir en papier, malgré la couverture. Et je ne l'ai pas trouvé parce que c'est un livre qui, de notre côté, ici, au Québec, est paru en 1999.
Donc, un livre qui date de si longtemps, ça se trouve pas facilement en librairie, sauf s'il est à l'étude dans les écoles. Puis pour le moment, malheureusement, il ne semble pas être à l'étude. Il y a d'autres titres de cette autrice-là qui le sont, mais pas celui-là. Donc, je vais voir. Les versions françaises chez Folio SF ne sont pas disponibles non plus au Québec, sont sur commande. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire parce que j'aimerais vraiment ça l'avoir, ça me plaît. Donc, voilà pour ma lecture en cours. J'aimerais beaucoup ça l'avoir terminé d'ici demain, la fin de la journée de la fin de ma fin de semaine de congé, mais de toute façon, il y a le congé pascal qui s'en vient, puis si jamais il y a quelque chose, je vais pouvoir avoir le temps de le terminer. Mais c'est très prenant, ça m'a surpris. C'est une plume qui est très... au début, je trouvais que ça me gardait à distance, mais c'est sûr que là, avec la synthèse vocale, il y a peu de possibilités qu'il y ait des émotions qui naissent. Mais imaginez, si j'ai réussi à m'attacher à ce point-là au personnage malgré la froideur et le côté complètement inapproprié de la prononciation de la synthèse vocale, c'est pour vous dire, c'est une plume solide. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je suis partie en cavale pour dépenser, quelle triste nouvelle, mon cadeau, un de mes cadeaux de fête. Mais oui, donc c'est comme ça. J'avais quand même une petite liste de souhaits. Je me suis laissée un peu inspirée par les découvertes du moment, mais bon, là, pour le restant, c'était plus des souhaits que j'avais. Tout d'abord, j'ai trouvé dans le fond en ressourcerie. C'est le seul que j'ai trouvé en ressourcerie. Dans les deux autres, j'avais pas beaucoup de choix, mais on est dimanche absolument. J'y vais les lundis, puis ils ont eu le temps d'avoir un petit peu plus dans le fond, de livraison ou de traitement de nouveaux dons qui ont potentiellement été faits dans la fin de semaine. Puis là, ben, je pense que je suis juste tombée dimanche, il ne restait plus grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée-là aussi. Mais je l'avais vu passer à un autre moment dans une autre ressourcerie, puis j'étais comme, je suis pas sûre que je vais l'acheter. C'est un livre que j'avais déjà commencé en niveau 2, puis que j'ai abandonné en plein milieu alors que c'est une grosse brique, parce que c'était trop dur pour moi. Mais je pense que j'aimerais ça pouvoir le finir en papier, parce qu'en livre audio, c'est peut-être juste que c'était trop rude pour moi de l'entendre, puisque ça aborde la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement qu'est-ce qui s'est passé dans les camps à Auschwitz et autres. Donc, c'est sans surprise la carte postale d'Anne Berest. Donc, en édition poche, puis elle était comme neuve, là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. À un coût très, très agréable de 2 $. Je me suis dit que ça valait le coup. Donc, je m'étais rendue, je sais pas jusqu'où je m'étais rendue, mais je pense que je me suis rendue presque à la moitié. Puis c'est vraiment parce que c'était comme trop, puis j'ai comme un petit peu décroché que j'avais lâché, mais dans le fond, je me dis que vu que je vais sans doute le relire depuis le début en papier, puis ça va m'aider. Donc, voici celui-là ici. Alors, ensuite, je suis tombée sur quelques trucs. Donc, tout d'abord, c'est quelque chose que j'avais prévu acheter parce que vous savez que je viens de terminer le très marquant Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq et c'est vraiment un livre que j'aimerais avoir dans la bibliothèque. Donc, on l'avait en édition poche, donc à la collection Proche. Et c'est une nouvelle édition revue et augmentée, donc je me disais que pourquoi pas. La seule chose, c'est que cette édition-là est faite pour pas coûter cher, donc je suis pas une grande fan de la mise en page. Mais bon, j'aime mieux l'avoir à la maison. Puis si jamais je le retrouve en grand format chez l'Iconoclaste, je vais sans doute le reprendre. Mais pour le moment, je voulais absolument l'avoir. Ensuite, j'ai magasiné un peu en avance. J'ai peut-être vendu de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Mais parce que, bon, pour le fameux club de lecture auquel je participe et pour lequel je lis les fameuses chroniques du Pays des Mers avec Alex Bouquet-Entrada, on a un vote pour la prochaine lecture, puis il y a des bonnes chances, à moins qu'il y ait un revirement de situation majeure, mais il y a des bonnes chances que ce soit ce livre-là. Puis là, je me suis dit que j'aimerais ça, dans le fond, pour le club de lecture, les acheter ceux-là parce que je trouve ça intéressant de les avoir en papier. Donc, ce ne sera pas un nombre élevé de livres, mais bon, je me dis un par mois, c'est pas la cata non plus. Donc, c'est le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Donc, c'est traduit du japonais. Cette autrice, je sais pas, est connue particulièrement pour son livre La papeterie de Tsubaki. Et puis, ben moi, dans le fond, je l'ai à la maison, quelqu'un me l'a prêté. Mais là, c'est celui-là qui est au menu et je vais la 4e de couverture. Une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour. Revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinko cueille des grenades juchées sur un arbre, visite un champ de navets enfoui sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies.
Un livre lumineux sur le partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune Rinko, dont l'épice secrète est l'amour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mon choix. Vous savez, mon rapport à la littérature japonaise est compliqué, mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc, là, comme c'est proposé, potentiellement. Ça se peut que ce soit aussi Sauvage de Julia Carninon. Si ça arrive, je vais sans doute l'emprunter en livre numérique. Puis si jamais j'aime ça, je l'achèterai. Mais bon, bref, celui-ci. Sinon, dans ma liste des prévus, il y avait celui-ci qui est un autre petit opuscule de la collection Alt chez La Martinière. Donc, c'est Algorithme bien trop maître du monde. Donc, c'est d'autant plus, n'est-ce pas, d'actualité. Donc, comme vous savez, pour ces essais-là, c'est un auteur ou une autrice qui essaie de faire un très court essai, une prise de parole en regard d'un sujet particulier. Cette fois-ci, c'est Aurélie Jean. Puis, j'ai bien hâte, en fait, de voir, bon, ben, en fait, le titre dit tout, je ne vous lirai pas la quatrième, mais j'ai bien hâte de voir sa réflexion, dans le fond, elle se situe à quel niveau. Alors, voilà pour celui-là. Ça, c'était prévu, je l'avais juste pas trouvé encore en librairie. Ensuite, j'avais sur ma liste le tout nouveau opuscule de la collection unique chez Héritage Jeunesse, qui est une collection de récits de vie en poésie libre qui s'adresse aux ados, en poésie libre, en vers libre. Et il y en a un autre qui s'en vient de Sophie Gagnon-Roberge en avril, mais j'ai vu sur les sites de librairie, donc je vais me le mettre aussi en attente. Mais celui-là, c'est de Toufik, donc Les racines du cœur, et ça concerne l'immigration, je crois. Donc, je vais lire la quatrième de couverture. Un soir, ma vie bascule. On déménage à l'étranger. Mon cœur bat vite. Mon souffle est court. C'est le chaos dans ma tête. Je suis obligée de tout quitter, de recommencer à zéro. Ça a l'air vraiment touchant. Puis, comme je vous disais, c'est souvent des récits qui adressent des sujets qui abordent des sujets très particuliers qui peuvent être rencontrés entre autres à l'adolescence, mais aussi dans la vie en général, en vers libre et avec une mise en page qui est en phase avec ce qui est mentionné. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment créatif comme mise en page, super intéressant. Donc, celui-là, je l'avais déjà prévu parce qu'en fait, je les achète tous. Jusqu'à maintenant, il y en a un que j'ai moins aimé, mais pour les autres, ça a toujours été un coup de cœur. Donc là, je me suis dit, je vais continuer la tradition, donc Les racines du cœur. Et évidemment, lorsque un nouveau opus de cet auteur-là paraît, il faut absolument que je le prenne. Alors, il y a un Robert Lalonde tout neuf qui vient de paraître et qui est On est de son enfance. Donc, Robert Lalonde, un auteur québécois que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps. C'est bien, ça a l'air assez aéré, court chapitre, ça tombe bien. Alors, je vais vous lire, ça fait partie de sa collection de carnets, donc c'est pas un roman, c'est des carnets de réflexion. Je vais lire la quatrième de couverture. C'est que l'enfance qui convoque la merveille charroie aussi le mal-être. Le petit garçon blessé, qui n'a guéri qu'à demi, se faufile encore sous la galerie, le cœur serré. Il se croit bien caché. Il prie qu'on ne le trouve pas. Il sait qu'on va le trouver. Il entend le pas pesant de l'homme, de sa vie au-dessus de sa tête. Il tremble. Il attend. Il n'a nulle part où aller afin de cesser d'exister. Il se reniera encore une fois, et ce ne sera pas la dernière. L'enfance est le cœur battant de ces nouveaux carnets de Robert Lalonde qui font dialoguer avec une infinie pudeur l'œuvre du romancier avec celle de l'essayiste. En nous invitant à l'accompagner dans ses promenades et ses errances, Robert Lalonde nous ouvre encore une fois les yeux à la beauté inépuisable du monde. En partageant avec nous son quotidien de scribouilleur, comme il le nomme, il nous rappelle combien la lecture et l'écriture sont des formes de résistance, des moyens de survie. Rarement l'œil et la plume, la note et le rythme n'auront été aussi intimement accordés. Ça donne vraiment envie. Donc ça va, je vais essayer de lire en avril pour ne pas trop le faire traîner. J'en avais un autre aussi qui avait on prend toujours un train, il me semble aussi. Donc, je vais peut-être aussi me le planifier. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment des comme courts chapitres. Il y en a des fois que c'est seulement juste comme une page comme ça. Ça a l'air assez remuant. Et sinon, je me suis laissée séduire par quelque chose que j'avais vu passer sur les réseaux qui me tentait, que je m'étais dit que j'allais lire en langue originale. Mais là, j'étais faible, je l'ai acheté en version en français parce que c'est un roman d'anticipation, puis je pense pas que ça va être catastrophique si c'est de la traduction, parce qu'habituellement, pour les romans d'anticipation, c'est assez rare, comme je vous dis, que ça se passe dans un lieu où est-ce que les repères font en sorte qu'il y a beaucoup d'argot qui peuvent être insérés dans les traductions. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer. Puis là, vous me voyez travailler parce que j'enlève les bandeaux. Et c'est le fameux « E » de Kate Dick, publié chez le Livre de Poche.
Et j'avais pas lu le commentaire de Margaret Atwood en arrière. Et dans le fond, c'est... en fait, j'avais vu le petit blurb ici de Emily St. John Mandel qui a fait Station 11. Puis là, ça me tentait bien. Puis à l'arrière, un commentaire de Margaret Atwood qui dit « Un conte effrayant et prémonitoire dans lequel un groupe anonyme cible les artistes pour le crime d'avoir exprimé leur individualité insidieusement horrifiant. » Mais bon, je vais vous lire la 4e. Ce sont la mort d'un chien, des bruits de pas étouffés, la confiscation de livres pour commencer. Ensuite, le sac de la National Gallery vidé de ses œuvres. Puis viennent les miradors, érigés pour surveiller les côtes, et des hommes armés qui parcourent les campagnes en détruisant chaque œuvre d'art qu'ils dénichent et ceux qui cherchent à les protéger. Ils capturent les dissidents, les écrivains, les peintres, les musiciens, les célibataires et les couples sans enfants lors de vastes rafles. Ils veulent purger la société des personnalités subversives. Publié pour la première fois en 1977 en Grande-Bretagne, longtemps épuisé, ce roman d'anticipation intense, terrifiant de pertinence, interroge sur l'avenir de la création et de l'expression individuelle. Donc, je me suis dit que je n'allais pas attendre. Puis là, quand même, c'est assez marquant, là. Ça, encore une fois, sur une petite plaquette. Alors, voilà, c'était tout pour mon book haul de fête en retard. Mais voilà, c'était pas prévu. Mais bon, écoutez, j'avais des sous. J'ai bien rentabilisé mon cadeau de fête, je trouve. Je suis allée avec les formats poche parce que maintenant, je suis revenue à mon amour des formats poche. Mais voilà, donc, la récolte du jour. Et en fait, c'est surtout des livres que je vais lire tout bientôt. Je vais peut-être même insérer celui-ci potentiellement comme petite pause de respiration entre mes lectures que je vais faire en accéléré cette semaine parce que c'est la dernière semaine pour le Masseau féminin. Alors voilà, sur ce très long book haul-là va se terminer ici avec mon petit avis sur ma lecture en cours, puis je vais reprendre dès que je peux. Bonjour! Alors, je vous prends tout rapidement. Au retour du boulot, avant la soirée et le repos. Je suis vraiment crevée aujourd'hui. Pour vous parler d'une lecture que j'ai faite hier. Donc, c'est un petit peu dans la foulée de ma récente découverte d'Anne Brontë. Donc, pour ça, je vous réfère au dernier vlog. J'avais repéré une bande dessinée, un genre de docu-BD, non, une bande dessinée biographique romancée qui concernait les Brontë. Donc, c'était Brontë-Anna. Et c'est de Paulina Spuches. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous mettre un petit peu en contexte. Les sœurs Brontë ont marqué avec leur roman l'histoire du 19e siècle. Plus exactement, Emily et Charlotte Brontë sont célébrées et mondialement reconnues. Leur cadette Anne est souvent oubliée, au mieux décrite comme la plus sensible des trois. Prisonnière d'un monde qui a toujours attendu d'elle quiétude et douceur, Anne fait fi des mises en garde de ses aînés, prenant le risque d'écrire et de laisser jaillir sa propre voix. Et en regard de ça, c'est vraiment toute l'histoire de l'émancipation d'Anne au sein de la famille Brontë. Mais bien entendu, par la bande, l'histoire de la famille Brontë. Donc, tout ce qui se passe, le père qui élève ses enfants seuls, les morts qui se succèdent au sein de la fratrie, les différents métiers que les sœurs vont exercer, vont étudier d'abord dans des pensionnats lugubres et pas très bien tenus. Elles vont enseigner, être gouvernantes, etc., etc. Et de même que Branwell, leur frère, va avoir certaines occupations également. Au départ, va vouloir développer son talent de peintre, mais finalement, ça ne va pas fonctionner vraiment comme il veut et il va finir par se replier sur des postes un peu plus conventionnels. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est la naissance de la détermination à écrire des trois sœurs Brontë qu'on connaît, donc Charlotte, Emily et Anne. Et elles vont le faire parce qu'elles vont considérer que c'est une des choses qu'elles peuvent faire pour faire entendre leur voix, mais aussi pour accessoirement réussir à aider leur famille parce qu'il n'y a plus vraiment de revenus qui rentrent. Et comme on le sait, le Jane Eyre de Charlotte Brontë va faire beaucoup de bruit, les hauts de hurlevent d'Emily Brontë également.
Et pour Anne Brontë, ça va être son Agnes Grey qui va sortir en premier, qui est un peu comme le compte-rendu de ce qu'elle a un peu vécu quand elle était gouvernante. C'était pas une situation facile. Et puis ensuite, sa fameuse écriture dans le fond, de Tenant of Wildfell Hall et la publication sous des noms d'emprunt. Donc, elles vont publier sous les noms d'hommes, parce qu'à l'époque, ça n'aurait pas été possible. Donc, sous le nom de Belle, et ils vont garder l'initiale de leur prénom, dans le fond. Fait, en gros, c'est ça. Mais on va vraiment suivre à travers toute cette histoire-là, l'histoire à la fois de la famille, de la naissance, du désir d'écrire, de leur pérégrination, de leur mésaventure dans le domaine de la publication et tout ça. On va surtout voir cette jeune Anne-là essayer de sortir de cette espèce de bulle de verre dans laquelle la famille l'avait un peu enfermée parce qu'elle était très sensible, très fragile. Elle a eu quand même des maladies et tout. Donc, puis elle a décidé de vouloir justement le briser, le plafond de verre au propre comme au figuré. Et c'est là qu'elle va faire The Tenant of Wildfell Hall. Puis ça va tellement, à l'époque, faire du bruit, ça va être descendu, mais en même temps, ça va être très populaire malgré tout. Puis, elle sait qu'il y a un éditeur, parce qu'évidemment, à l'époque, il fallait qu'ils paient leurs éditeurs pour que ça soit publié, qui va dire « Ah, mais on aime mieux donner la maternité de l'auteur, de l'œuvre de Tenant of Wildfell Hall à Charlotte, parce que aux yeux du public, c'est celle qui dérange le plus. » Puis, il va s'en suivre une grosse démarche pour essayer de redonner à Anne sa propriété. Mais malheureusement, en cours de tout ça, elle va finalement décéder et c'est la sœur aînée qui va décider de qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Et de ce qu'on se comprend, c'est qu'elle va décider que The Tenant of Wildfell Hall ne sera plus republié. Donc, elle veut que les gens se souviennent plus de la douce Anne, de la docile Anne qui a écrit le Agnes Grey que de Anne, celle qui a décidé de tout bousculer en mettant en scène dans son roman une femme qui fuit un mariage violent pour éviter que il arrive du mal à son fils, mais que son fils aussi suive les mauvais pas de son père. Bon, tout ça pour dire. Comment j'ai trouvé ça? Tout d'abord, j'ai bien aimé ça. C'était un peu confus pour moi, mais tout ce que j'ai lu sur les Brontë, ça m'a toujours un peu donné cette impression-là. On est vraiment dans une impression de froideur, de malheur, mais en même temps de solidarité, de résilience par le biais de l'imaginaire et tout ça, mais malgré tout d'un enchaînement de malheurs dans cette famille-là. Et c'est sûr que ce qui m'a un petit peu déroutée, c'est le choix graphique. Donc, c'est particulier. Voyez-vous, ici, ça, c'est Anne. C'est particulier. C'est sûr que ça transmet beaucoup Ça transmet beaucoup comme du côté sombre. On n'est vraiment pas dans... On est quand même dans des masses bien présente, on n'est pas nécessairement dans des dégradés, on n'est pas dans des feutrés, on est comme juste dans des couleurs sombres. C'est comme si c'était un peu la violence des émotions qui arrivait en même temps. Il y a des compositions audacieuses quand même, comme celle-ci. Donc, le visuel m'a moins parlé. Et je suis un peu déçue que ça ne m'ait pas parlé plus, mais en même temps, ça m'a quand même pas empêché par opposition à mon autre BD que j'ai lu, roman graphique que j'ai lu sur Viviane Meillard. Ça ne m'a pas empêché d'embarquer dans l'histoire. Alors, dans le fond, donc, j'ai été portée quand même par les émotions des personnages. J'ai eu espoir pour certains. J'en ai trouvé d'autres qui étaient un petit peu... qui s'étaient beaucoup centrés sur eux-mêmes et tout. En même temps, c'est le portrait aussi d'une époque, puis de la place de la femme dans la société à une époque. Ça m'a touchée, je pense. Ça m'a touchée. C'est juste que, pour moi, ce qui a fait en sorte que ce n'ait pas été, mettons, une excellente lecture ou un coup de cœur, c'est que le visuel, pour moi, même s'il est très flamboyant, il est très... il prend sa place, il prend position, mais en ce qui me concerne, c'était pas une position nécessairement avec laquelle j'étais super à l'aise. Donc, écoutez, belle découverte quand même, ça vaut la peine si jamais vous voulez découvrir cette opus-là. Brontiana de Paulina Spucci chez Steinkiss. Donc, pour moi, ça a été une bonne lecture, avec quelques bémols, mais une bonne lecture. Alors, sinon, je poursuis ma lecture en cours. Je suis complètement plongée dans l'univers vraiment complexe des Chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth von Harburg. Et ma foi, je suis assez passionnée. Je dirais que c'est complexe, c'est laborieux, c'est quelque chose dans lequel on est comme immergé complètement. Puis, ben, c'est quand même vendu comme un roman de science-fiction. Puis, c'est pas faux.
Mais comme je vous disais, j'en reviens au fait que on dirait que la structure du récit, la structure en fait de l'univers qui est proposée, a fait beaucoup penser à une structure de fantasy avec des castes, des choses comme ça. Puis bon, ça reste que c'est des humains, mais comme je vous dis, comme on exploite un peu aussi des genres de pouvoirs hypersensoriels qui sont potentiellement en lien avec la grande concentration de quelqu'un. C'est pas des épées magiques ou des... mais c'est comme si c'était un peu un mélange de genres. Puis en fait, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Ça a été vraiment mis de l'avant comme la science-fiction, mais à mon avis, c'est comme de la... C'est comme de l'anticipation fantasy, de la fantasy d'anticipation, je sais pas. En même temps, il n'y a pas de magie, mais c'est vraiment comme la construction de l'univers, pour moi, est vraiment complexe pour la science-fiction. Ça me fait beaucoup penser plus à des romans de fantasy avec un univers dense, super structuré, avec, on sent qu'il y a comme un passé, un présent, à tout ce qui est là, que le schéma des personnages est fait et tout, donc ça donne vraiment cette impression-là. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Je suis rendue presque à 40%, donc j'approche de la moitié. Je vais sans doute avoir besoin de toutes les journées qui restent jusqu'au 31 mars pour le terminer. Mais entre-temps, je vais quand même essayer de faire des petites lectures parce qu'il me reste techniquement 2 autres livres. Ben 3, là, mais il y en a un qui c'est un bonus. 2 autres livres que j'aurais aimé lire pour jusqu'à la fin du défi Marceau féminin. Faire la romance de Sarah Maud Beauchesne et dans la mine, dans la Anne Loyer, je vais vous mettre je vais vous mettre le visuel. Puis ça se fait très bien. Là. Je vais avoir congé, je vais pouvoir le faire, mais je pense quand même que je vais devoir faire des fois des pauses sur le Von Arburg si je vais être capable d'avancer dans le restant. Alors, sur ce, voilà. C'est tout pour ce petit coucou et je vous reprends quand je peux. Bonjour! Alors, je fais un petit coucou en ce vendredi du début du long congé pour moi et parce que, en fait, j'ai terminé 2 lectures qui ont été des coups de poing et qui vont bien boucler ça, cette fin de vlog-ci. Parce que, dans le fond, je vais essayer de passer déjà au suivant pour pas que ce soit trop long, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, un petit coup de poing informatif. Je m'attendais à en avoir un, mais ça m'a quand même donné un petit choc, mais positif. Donc, c'est celui-ci, mon tout nouvel opuscule fraîchement acquis, Algorithme bientôt maître du monde, d'Aurélie Jean, dans la collection Alt chez La Martinière. Et c'est, comme je vous disais, cette collection-là qui donne la parole à des spécialistes d'un sujet ou des gens qui veulent se prononcer sur un sujet. Puis c'est une courte prise de parole informative qui est techniquement destinée aux ados, mais que j'aime beaucoup comme porte d'entrée dans les sujets. Et encore une fois, c'était un sujet riche, bien entendu, en présuppositions, en préjugés, en peur, en crainte et tout ça. Puis c'est intéressant, elle a beaucoup travaillé, elle est spécialisée justement là-dedans. Elle est chroniqueuse, autrice, spécialiste en sciences algorithmiques, docteur en sciences et entrepreneur. Donc, elle connaît son sujet. Puis dans le fond, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'elle essaie de déconstruire un peu les mythes, mais en même temps, et de plutôt sensibiliser puis de dire que, de nous identifier un peu c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et quel type d'algorithme il y a. Il y en a quand même qui sont comme utiles, même en médecine et tout ça. Puis en fait, comment on est mieux d'approcher ça? Donc, on est mieux, selon elle, évidemment, apprendre à bien les comprendre, apprendre à bien les connaître pour la suite des choses et juste à être conscient de l'impact qu'ils ont dans notre vie. Puis après ça, ben, ça nous permet de continuer à faire des décisions, à prendre des décisions éclairées, peu importe l'effet de l'algorithme. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand je disais coup de poing, c'est que c'est sûr que prendre conscience à quel point les algorithmes sont partout, ça donne toujours un petit frisson dans le dos. On a toujours un petit peu l'impulsion de se projeter dans un monde
d'un monde d'anticipation et tout ça. Et puis, elle, justement, a fait énormément référence aux films de science-fiction. C'est elle-même une fan de science-fiction. Elle fait même référence à La Matrice, le film. Elle donne, justement, pour essayer de détailler un peu son raisonnement, pour nous faire comprendre certaines nuances en termes de vulgarisation. Elle donne beaucoup de références, même, justement, elle propose d'écouter un documentaire qui est disponible, je pense, sur Netflix, Coded Bias. Puis c'est sur la partie de les billets algorithmiques, je pense. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement elle fait une super synthèse, c'est sûr que c'est très synthétique, puis ça effleure, mais ça te permet quand même d'avoir, disons, le bon angle d'approche pour essayer de s'informer plus sur les algorithmes, d'en apprendre de plus en plus, de ne pas avoir peur, puis de plus se dire, ben mieux je les connais, puis mieux je vais savoir comment m'outiller, tout ça, puis comment choisir qu'est-ce que je partage ou ben, dans le fond, on peut quand même un petit peu, justement, on a comme tendance à associer les algorithmes aux réseaux sociaux uniquement, mais ils ne sont pas juste là, puis c'est dans les réseaux sociaux que ça peut faire un peu l'effet de bulle, mais cet effet-là, on peut quand même le renverser par nous-mêmes. Je veux dire, si on est conscient de comment ça fonctionne un algorithme, c'est pas une intelligence qu'une intelligence émotionnelle, il est juste programmé pour faire ça. Maintenant, une fois qu'on sait que c'est comme ça, ben c'est à nous à voir. Il y a des façons de justement faire en sorte de ne pas s'enfermer dans cette espèce de bulle de pensée-là. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une excellente vulgarisatrice. Ça ébranle juste assez, ça donne des pistes de réflexion. Les références qu'elle donne ne sont pas juste... Il y a des livres, il y a des... Comme je vous dis, il y a des films. C'est vraiment des références, je trouve, accessibles dans vraiment... le corpus populaire, comme on pourrait dire. Donc, vraiment, manquez pas ça. Là. Vous voyez ici celui de Clémentine Bovet sur la lecture. Les deux derniers, en tout cas, à date, ben, j'ai jamais vraiment été déçue par les haltes, mais ben, j'ai déjà été un petit peu... Je suis déjà un peu restée sur ma faim, mais à date, celui-ci, Algorithme bientomètre du monde d'Aurélie Jean et Comment jouir de la lecture de Clémentine Bovet, ce sont mes deux préférés jusqu'à maintenant, dans tout mon cursus. Alors voilà, super lecture. Comme je vous disais, coup de poing, mais un coup de poing positif. Un coup de poing de... On est capable si on est capable de... c'est garanti qu'on a un impact sur la suite des choses parce que c'est des humains qui programment les algorithmes. Donc, c'est vraiment le fun. Ça fait pas peur, mais ça banalise pas. Donc, une belle petite lecture. Puis c'est 32 pages, donc ça va, là. C'est une petite prise de position. Et je termine avec un coup de cœur. Je sais pas si je peux dire un coup de cœur, mais c'est un coup au cœur. Un coup de poing, un coup au cœur. Une note parfaite. Incroyable. Donc, cette lecture-là qui était pour moi dans ma catégorie roman historique. Donc, Charbon bleu d'Anne Loyer aux éditions 2, illustré par Gérard Dubois. Et c'est l'histoire, bon, j'avais mis dans la catégorie roman historique dans mon marceau féminin. Et c'est l'histoire d'Hermine, on est dans la France, dans le nord de la France au 19e siècle. C'est l'histoire d'Hermine, une jeune fille de 13 ans qui habite dans une famille, ben, ils sont dans une ville où il y a seulement la mine qui emploie, bien entendu. Tout le monde travaille à la mine, son père, son grand frère, qui n'est pas si grand que ça dans le fond, là, il n'a même pas 18 ans, sa mère, qui est enceinte, mais qui récemment a dû arrêter parce qu'elle était enceinte puis c'était rendu trop compliqué. C'est des mines de charbon. Donc, elle évolue dans ce milieu-là, un milieu où habituellement les hommes, la question ne se pose pas, c'est sûr qu'ils descendent à la mine. Les femmes y descendent aussi pour avoir un revenu d'appoint la plupart du temps. Et les jeunes filles aussi, habituellement, mais dans sa famille, Hermine, elle a grandi avec des parents qui ont comme choisi pour leur fille de la laisser à l'école jusqu'à 13 ans au moins. De la laisser à l'école parce que peut-être lui laisser l'espoir qu'elle puisse avoir un autre avenir, tout en sachant que ça se pouvait fort bien ses rêves soient un peu brisés parce que, évidemment, que c'est très dangereux de travailler à la mine, donc il peut toujours avoir des accidents, des choses qui font en sorte que peut-être qu'elle serait obligée d'aider sa famille. Mais bon, on suit vraiment Hermine au départ, qui est dans sa bulle, qui est vraiment heureuse, qui est à l'école, elle est faite pour ça, elle est bonne, elle est intéressée. Et il va arriver un grand drame. C'est dès le début, c'est pas divulgateur, mais son père va décéder dans la mine. Donc, il va avoir un accident, il va décéder. Et son père étant décédé, c'est son grand frère qui devient un peu le chef de famille. Puis son grand frère a toujours été comme un peu jaloux de Hermine parce que lui, il n'a pas pu aller à l'école, puis il trouve qu'elle est juste paresseuse, puis qu'elle fait rien. Puis dans le fond, la question se pose même pas dans ce village-là. Dès que le père meurt,
Elle n'a pas le choix d'aller travailler dans la mine parce que sa mère ne peut pas aller travailler puis qu'ils ne peuvent pas manger avec juste le salaire du grand frère. Donc, la journée même, elle était à l'école, on vient la chercher, il voit qu'il y a quelqu'un qui est ramené, qui est décédé, on se rend compte que c'est son père, elle quitte l'école en trombe, puis elle y revient jamais, en fait. Donc, elle est obligée de descendre pour la première fois dans la mine à 13 ans, elle n'a jamais travaillé là. Ce qui est intéressant qu'on va suivre, c'est que c'est une jeune femme qu'on voit que une vision du monde vraiment différente. Elle a une opportunité d'avoir cette vision-là, mais évidemment que pour les autres, elle est différente. Les gens n'arrivent pas, ils la jugent beaucoup, elle est beaucoup intimidée parce que, bon, les gens disent, on sait bien, toi, tu te prends pour une autre, puis t'es pas capable de rien faire. Puis, dès qu'elle va arriver dans la mine, elle va se dire qu'elle va tout faire en sorte pour faire en sorte que son frère soit fier d'elle parce que son frère, il la bouscule, il est vraiment pas fin avec elle. Puis c'est comme ça, elle prend conscience du privilège qu'elle avait eu d'aller à l'école, puis elle dit, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. Fait que, dans le fond, ça, c'est la prémisse, puis on va la voir évoluer dans la mine et tout ça. Et dans la mine, elle va rencontrer par hasard un singulier personnage, un jeune homme un peu dans sa bulle, un orphelin, qui avait été accueilli par un fermier du coin et qui savait qu'il avait un don pour s'occuper des chevaux, puis éventuellement, la famille a dû vendre son cheval à la mine parce qu'il n'y avait pas assez de sous. Puis le jeune homme a décidé qu'il suivait les chevaux parce qu'il était trop bien avec ces chevaux-là. Donc, il va travailler à la mine aussi et il s'appelle Firmin, comme je vous disais. Et c'est lui qui guide entre autres, les chevaux qui vont tirer les gros cajots dans lesquels il y a le charbon. Puis Hermine et Firmin vont se rencontrer là. Et bien, évidemment, il va se développer un petit quelque chose. Donc, c'est l'histoire d'une ville minière au 19e siècle. C'est l'histoire de l'industrialisation, la société de consommation qui fait en sorte, qui force des gens à avoir dans le fond, à effectuer un travail qui est hyper dangereux dans des conditions complètement insalubres. Il inhale le charbon directement, ça rend les gens malades et tout. À un rythme pas très supportable, 6 jours sur 7, des enfants qui travaillent là, pas nécessairement juste des adultes. On a cette optique-là, mais on va surtout suivre Hermine et Firmin. On va suivre l'espoir d'une jeune fille de justement s'envoler un peu loin de tout ça. La vie qui amène des crocs en jambes. La beauté qui perce quand même à travers toute cette espèce de noirceur de suie-là avec l'arrivée de Firmin, le développement d'une amitié et tout ça, envers et contre tous parce que le grand frère d'Erin n'est vraiment pas d'accord avec ça. En fait, le destin avec un grand D qui va essayer de justement se mêler de tout ça. Puis c'est tellement parfait. Pendant plein de moments, l'écriture est super fine. C'est court comme roman, mais Anne Loyer réussit vraiment comme un tour de force. En si peu de pages, est capable de à la fois avoir un super dosage pour décrire, évoquer un contexte sans que ce soit trop long, bien planter les personnages, même les absents, donc même le père. C'est pas caricatural, on comprend vraiment c'est quoi la dynamique du village, c'est quoi les personnages. Il y a des personnages qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, mais en même temps, on comprend quand même leur contexte. Bien mettre en scène le contexte social qui fait en sorte que ces gens-là sont tous dans une impasse. Gars, filles, peu importe. C'est comme il y a juste ça. Ils vivent là à cause de la mine, puis s'ils ne travaillaient pas à la mine, ils sont pas capables de manger, mais en même temps, ils tombent malades à cause de la mine. Donc, c'est pas des histoires qui sont nouvelles pour nous. Donc, elle arrive à tout faire ça, tout en superposant à ça une tellement belle bulle de relations entre humains, d'amitié, d'amour, quelque chose de précieux à travers toute cette grisaille-là. Elle réussit à tricoter ça, c'est parfait, puis ça donne envie de pleurer des grands bouts parce que c'est pas joyeux, c'est sûr. En même temps, c'est pas victimisant. Il y a des beaux personnages secondaires, le personnage de l'enseignant, entre autres. Oui, c'est sûr que c'est terrible quand on regarde ça. Nous, on voit ça aller, puis on se dit, Seigneur, il n'y a aucun horizon. Mais le personnage principal d'Hermine, puis les personnages importants comme Firmin, entre autres, ils vont pas vraiment s'apitoyer sur leur sort. On les voit exprimer un peu leur déception dans leur introspection, mais c'est vraiment des gens qui sont habitués à comme poursuivre leur chemin. Donc, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est comme, je sais pas, c'est un genre de Roméo et Juliette au temps de Germinal, je pense, mais mettons, parce qu'on suit vraiment, l'accent est vraiment sur la rencontre entre Hermine et Firmin. Puis qu'est-ce que tout ça va entraîner. Puis s'ils viennent pas de deux familles ennemies, ils sont pas de la même
Firmin est considéré comme quelqu'un de bizarre dans le village, un orphelin, je ne connais pas sa famille, il est un peu fluet, il est souvent malade. Donc, il y a vraiment des préjugés contre lui. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui voit ça vraiment d'un bon œil, leur relation en tant que telle. Puis surtout le fait que Firmin, c'est quelqu'un qui vit dans l'imaginaire. Puis Hermine, comme elle est allée à l'école, ben, elle a une capacité de sortir un peu de sa misère par l'intellect. Puis je pense que c'est cette différence-là qui fait que les gens, dans le fond, ont l'impression que c'est pas bon qu'ils soient ensemble. Donc, c'est comme si c'était eux contre la société. Voilà. Donc, j'ai été complètement touchée. Ça fait rêver, ça fait pleurer, ça donne envie de sourire, ça donne un grand coup au cœur parce que ça nous fait comprendre une période historique euh, qu'on connaît dans les manuels, mais là, ça la rend encore très vivante. Donc, un coup de cœur total donc pour Charbon Bleu d'Anne Loyer aux éditions 2. N'hésitez pas à aller le prendre. C'est sorti au Québec. Aux éditions 2, c'est une édition québécoise. C'est sorti, il me semble, en octobre passé, à la fin de l'automne passé. Donc, allez-y sans peur. Et c'est ainsi qu'on va clôturer ce vlog-ci pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je poursuis toujours ma fameuse lecture au long cours d'Elisabeth von Harburg, Chronique du pays des mers, que je vais sans doute terminer avant la fin du mois. Donc, je vais réussir ma lecture commune, mais ce ne sera pas dans ce vlog-ci parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Et il me resterait techniquement faire la romance de Sarah Maud Beauchesne, que j'aimerais aussi avoir le temps de terminer avant dimanche, donc avant le 31 mars, pour mon Mars au féminin. Je n'aurai pas tout lu de Mars au féminin, mais une bonne partie. Mais ça sera pour le prochain vlog, donc restez à l'affût. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite des superbes lectures. J'espère que vous êtes en mesure de profiter un peu du printemps dépendant de où vous êtes à travers le monde. Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine!